Bonjour à tous. Donc, par rapport aux deux intervenants précédents, je suis à un stade beaucoup moins avancé du projet. Aujourd'hui, nous sommes dans un stade plutôt de début de prototypage et de levée de fonds. Pour vous donner un peu la genèse de ce projet-là, c'était une interrogation qu'avait une grande école de comment en fait démarcher les entreprises en formation continue et comment prendre en fait des parts de marché dans la formation continue pour remplir leur master, les masters qu'ils proposaient. Leur problème était que, grosso modo, faire du cours comme ils le faisaient actuellement n'était pas très pertinent en fait, sur la formation continue, et créer du contenu était très coûteux et n'était plus du tout rentable. Donc ça, c'est la jeunesse du projet. Après, je vais vous expliquer un peu vers où on va et qu'est-ce qui se dessine. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a une idée de qui a dit cette superbe phrase? Ce n'est pas dans la connaissance qui est le fruit, c'est dans l'acte de saisir. Non. C'est quelque chose qui a été dit il y a à peu près 9 siècles par Bernard de Clairvaux, qui a fondé l'ordre des Cisterciens. Alors c'est hors de son contexte, hein, naturellement, mais ce qui veut dire bien que déjà il y a 9 siècles, on était à peu près au courant que ce n'était pas tant le contenu qui avait le plus d'importance, c'était la manière dont on allait appréhender ce contenu-là, la manière dont on allait le prendre, la manière dont on allait l'utiliser. Donc même si en effet ça fait 2000 ans que les classes n'ont pas vraiment changé, ça fait quand même 900 ans au minimum, parce que celle-là, il y en a peut-être d'autres qui l'ont dit avant, que la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait et comment on apprend existe. Ce qui est intéressant. Dans le contexte actuel, et surtout après les interventions, les superbes interventions qu'il y a eu juste avant, eh bien, on est exactement dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont, ou même tout le monde, hein, est souvent connecté de manière permanente. On a des écrans partout, on se connecte dessus, et surtout, on a une instantanéité de l'information. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une information, j'ai besoin d'apprendre quelque chose, d'avoir une solution à un problème. Je vais sur Internet, je me connecte, je trouve la première solution qui me tombe sur la main. Si c'est à peu près la bonne, sans réfléchir, je vais l'appliquer. Ou en tout cas, je vais en prendre compte. Ça veut dire qu'on a une forte attente de personnalisation, on a une indépendance. A contrario, on a une segmentation de l'information. C'est-à-dire que du coup, j'ai le bout de l'information qui m'intéresse. Voilà. Mais le contexte global, les liens qu'il y a entre les deux, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Et du coup, j'ai une perte de vision globale. Si on rapporte ces comportements et ce contexte à la formation continue, on est vraiment dans un secteur en mutation. On a des multiplicités de ressources libres de droit. On vient de le voir là, mais du coup, en effet, en formation continue, c'est une vraie concurrence qu'il y a entre je vais faire un MOOC, pourquoi en tant qu'entreprise, j'irai payer quelqu'un pour me faire un MOOC management ou une formation management, alors qu'il y a des MOOC libres de droit qui existent, et voilà, qu'est-ce qui va m'empêcher? Pourquoi je vais payer quelqu'un, en fait, hein? Et il y a tout ce modèle économique qui va autour de cette mutation. C'est-à-dire, du coup, s'il y a plein de choses libres de droit qui existent, moi, en tant qu'école ou en tant qu'OF, comment je vais me positionner pour redonner du sens, redonner de la valeur à ce que je vais produire. Du coup, le constat qui a été fait, c'est que la valeur se déplace vers la création de processus, de procédures et d'intelligence. Ou dit autrement, on va passer, comme quelqu'un l'a écrit, la Chine est en train de passer du Made in China au Design in China, en fait. C'est le design qui est intéressant, c'est la manière dont je vais articuler les choses qui sont intéressantes, et pas tellement le contenu que je vais proposer. Donc du coup, l'essentiel de la richesse va en effet aller vers les personnes qui vont réussir à donner du sens à des contenus issus de sources diverses. Et du coup, le contenu lui-même, même si il a besoin d'être de qualité, il va perdre de sa valeur, relativement. Et en plus, les producteurs de contenu, comme on l'a vu, ça peut être tout le monde. Je veux dire, moi, je vais produire une vidéo sur quelque chose, je peux la mettre en ligne et je viens de produire un contenu qui peut ou pas être intéressant, mais en tout cas, qui existe. Néanmoins, l'humain doit rester au centre de l'apprentissage. C'est-à-dire que du coup, tout dématérialisé, ça ne fonctionne pas très bien. Même si on dit qu'il y a des échanges, des réseaux sociaux, des choses comme ça ne peut pas bien fonctionner. Donc ça, c'est des constats.
Et puis des enjeux économiques, hein. On est bien sur de la formation continue. Donc du coup, si je veux produire quelque chose pour une entreprise, et par expérience, je peux vous le dire, c'est réellement quelque chose qui est, un, chronophage, et deux, qui n'est pas rentable, parce que en fait, l'entreprise, si je produis un contenu sur mesure pour lui ou que j'achète un contenu sur mesure, je vais retravailler tellement de fois que mon prix de base, en fait, ou ce que j'avais évalué comme charge de travail, va souvent exploser. Donc du coup, faire du contenu sur mesure, c'est très compliqué et peu rentable. Et si je dis, bah, c'est pas grave, je pars sur une idée de programme sur étagère et je vais l'adapter à tout le monde, bah, du coup, c'est pas vraiment très opérationnel et souvent peu adapté à la problématique du client. Il y a les enjeux pédagogiques qu'on a vus juste précédemment, qui sont les attentes et les usages actuels des utilisateurs sur le numérique. Je veux être connecté, je veux avoir mon instantanéité de formation, je veux me former comme je veux, dans le temps que je veux, au moment où je veux, etc. Et en plus, il faut qu'il y ait un résultat immédiat. C'est-à-dire que si je me forme dans la formation continue, ce n'est pas pour dans 10 ans. C'est que souvent, je veux avoir soit une qualification supplémentaire, soit l'entreprise veut ou souhaite obtenir un résultat concret de l'action de formation. Un résultat concret qu'il est aujourd'hui très difficile de mesurer. Et dans ce cadre, en fait, l'utilisation de toutes les ressources libre de consultation. Alors ça peut être des contenus sur Internet, mais ça pourrait être aussi des contenus propres à l'entreprise. Ça représente en effet une alternative économique et opérationnelle pour les clients. Là, du coup, voilà, j'ai des solutions qui sont moins chères. On n'arrive pas vraiment à prouver que de toute manière ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Bah, donc pourquoi je n'irais pas vers quelque chose qui est plutôt gratuit, quitte à faire plusieurs fois du gratuit. C'est toujours plus simple que d'essayer de lutter pour avoir quelque chose qui correspond exactement à mes besoins. Donc du coup, toute la réflexion qu'on a eue donc, au départ avec cette grande école, puis maintenant avec des OPCA en fait, hein, et puis des éditeurs de livres, donc des éditeurs papier, c'est de dire il faut prendre des contenus divers et variés, en faire du mash-up. Alors le terme français c'est la curation. Hein. Alors on ne dit pas curateur, parce que du coup c'est un terme certainement juridique. Donc faire du mash-up et incorporer des contenus libres et ou des contenus spécifiques aux entreprises pour en fait redonner un sens global à la formation. Dire voilà, vous avez en effet certainement un MOOC qui existe ou une vidéo qui existe sur quelque chose, mais ce MOOC ou cette vidéo qui sont libres de droit, elles répondent bien à un contexte, à une problématique qui n'est peut-être pas exactement la vôtre, mais du coup ça répond à quelque chose, donc on va lui redonner un sens en l'éclairant en fait sous d'autres angles et d'autres interprétations. C'est-à-dire que du coup, l'organisme de formation, l'école ou l'OPCA, va dire du coup, voilà, il y a des contenus qui existent, on va les articuler et on va leur redonner un sens en disant voilà, ces contenus-là, dans leur contexte, voilà ce qu'ils expriment. Est-ce que ça correspond à votre contexte, oui, non? Et donc, on va commencer à faire intervenir les gens autour de ces contenus. Hein. Donc, du coup, ça permet d'adapter pour chaque entreprise les différents types de ressources que l'on va utiliser pour créer des parcours qui répondent à leurs problématiques, à partir de quelque chose qui est libre. Voilà, vous avez du management. En effet, c'est un cours qui va vous transmettre du savoir. Ça ne correspond pas à votre contexte. Je vais donc tout recontextualiser. Ma valeur ajoutée en tant qu'entreprise de formation, ça va être vraiment de recontextualiser tous ces éléments pour redonner le sens et redonner en fait une vision globale et une vision opérationnelle à ces contenus épars. Donc il y a vraiment une intelligence de construction de parcours. Et du coup, ça permet de déployer des parcours dans un dispositif de professionnalisation. En gros, à peu près ce qui a été dit là, c'est-à-dire que comment on va monétiser ces parcours, ça va être en effet de faire une offre en disant on a une offre avec une grande école partenaire. Si des entreprises, c'est des contacts qu'on a eus, des entreprises peuvent très bien dire si j'embauche quelqu'un, pendant 5 ans, il va suivre un parcours et à la fin de ce parcours, il a le diplôme de la grande école. Et la grande école, en fait, va dire, voilà, OK, moi, je vais vous fournir des contenus, en fait, au fur et à mesure, au fil de l'eau, qui vont correspondre à vos besoins, mais qui aussi vont arriver vers ce diplôme ou cette certification. L'OPCA peut très bien dire, voilà, c'est une certification de branche ou même une certification ou un diplôme national. Donc, du coup, on peut aller vers ce genre de choses. Ça, c'est la seule chose qui est monétisable en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu lui-même, c'est le résultat de son contenu qui est monétisable.
ou les apports, c'est-à-dire les éclairages, si je crée un contenu spécifique qui va éclairer tout cet ensemble de ressources. Ça permet de créer en fait des parcours individuels et personnels, c'est-à-dire que du coup, on dit voilà, il y a plein de ressources, vous les utilisez comme vous voulez, quand vous voulez. C'est votre parcours de formation. Il faut que ça soit en effet multimodal et court. Au-dessus de 10 minutes sur le net, ça peut être un peu compliqué. Voilà, même une vidéo, hein, au-dessus de 10 minutes, mais surtout une vidéo, mais une e-learning ou ça, il faut que ça soit très court. Il faut que ça soit des grains pédagogiques très fins. On peut faire des sessions présentielles qui sont du coup orientées sur l'expérimentation, le rééclairage de tout ce qui est en train de se faire. Il faut permettre en fait de faire du social learning, mais non pas au niveau d'une ressource, c'est-à-dire non pas au niveau d'un MOOC. Si on dit voilà, il faut aller voir ce MOOC-là, on ne va pas interagir au niveau du MOOC, mais comment ce MOOC s'intègre dans l'ensemble du dispositif que je suis en train de dire, que je suis en train de monter avec l'entreprise. En effet, il y a un MOOC, mais qu'est-ce qui se passe au niveau au-dessus, c'est-à-dire sur mon poste de manager, ce MOOC ne va peut-être répondre qu'à une partie. Donc comment j'intègre ce MOOC dans l'ensemble, dans la vision de ma formation, de mon programme de formation. Et du coup, de revenir sur un humain. C'est-à-dire que du coup, je n'apprends pas de la même manière que Gilles, c'est évident. Donc du coup, moi, je vais peut-être d'abord vouloir faire toutes les vidéos parce que ça me plaît bien, ou simplement aller directement au test parce que je suis trop bon, j'ai un ego démesuré, donc je vais réussir tout et je vais aller directement au test sans rien voir. Donc la réponse que l'on est en train de créer, qui s'appelle le 3LP, c'est un outil, c'est une plateforme. Alors 3LP, les 3 L, c'est Lifelong Learning Profile. Donc un acronyme, c'est de la formation tout au long de sa vie en fait. C'est de pouvoir permettre aux utilisateurs de communiquer sur toutes les compétences, les savoir-faire et les savoir-être qu'ils ont acquis au fur et à mesure de leur vie. Aujourd'hui, si on va sur un profil LinkedIn, la plupart du temps, on va avoir j'ai eu ma formation initiale, je ne sais pas, moi j'ai eu une école d'ingénieur, et puis j'arrête de communiquer là sur ce que j'ai appris. Personne, ou je ne connais pas quelqu'un, qui a dit un jour j'ai été formé au sein d'une entreprise sur le management en temps de crise. On n'affiche pas, en fait, on ne dit pas, voilà, c'est une de mes compétences, je me suis formé sur ça. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de partir de... Il y a des parcours qui sont plutôt sur le gris, qui sont plutôt voilà, ce qui existe aujourd'hui, d'aller vers quelque chose de plus éclaté, de multimodal, de dire voilà, il y a des contenus web qu'on peut aller voir, il y a des contenus d'entreprise que vous avez, on peut rajouter du présentiel, du distanciel, des évaluations, des choses comme ça, de créer des programmes intelligents à partir de plein de ressources différentes. Vraiment de briques de ressources. Un peu comme ce qui a été dit juste avant pour l'école, pour les BTP, c'est de rassembler des choses pour en créer des unités. Sauf que là, ces unités existent déjà. Donc on va dire, voilà, on ne les crée pas. Une fois qu'on a ce contenu, qu'est-ce qui se passe Eh bien, donc, du coup, on va pouvoir monétiser des offres liées à ces contenus. La grande école va dire, voilà, vous avez un niveau 1 qui est ouvert à tous, parfait. C'est gratuit, tout le monde y va, c'est le parcours pour devenir manager. À un niveau 2, ça peut être payant, ça peut être un ECTS qui commence à valider un diplôme de l'école. Et un niveau 3, ça peut être réellement un diplôme. Dans ce cas-là, l'idée pour eux, c'est vraiment de dire, parfait, vous avez fait du contenu libre, vous avez eu quelques ECTS, maintenant venez pendant une semaine au sein de l'école, ça a un coût, et on va faire un rush de validation de pour qu'à la fin, vous ayez un diplôme. Dans leur idée, aujourd'hui, il y a des simulations qui ont été faites et ça leur permettrait de passer de 150 à 200 candidats annuels à 400, voire 600, en faisant des rushs et en proposant plein de choses sur Internet, en fait. Et parce qu'ils touchent un public qu'aujourd'hui, ils ne toucheraient pas. Donc ça, c'est une offre. Les entreprises aussi peuvent très bien rentrer dans ce type de système en proposant des parcours, par exemple, pour du recrutement. Voilà toute une série de contenus. Alors sur la plateforme, les seuls contenus qu'on héberge sont les contenus produits par les partenaires ou les évaluations. Et par contre, après, si c'est sur des MOOC ou des ressources libres, on va pointer simplement dessus. Allez les voir, c'est votre problème. Si vous voulez aller les voir, c'est votre manière d'apprendre. On vous dit que c'est nécessaire. On peut éclairer qu'est-ce qu'il y a derrière cette ressource. Mais si moi, ça ne m'intéresse pas d'y aller, je n'y vais pas. Je peux toujours passer mon évaluation. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, j'ai peut-être intérêt à aller la voir. Du coup, l'idée, c'est de dire une entreprise peut très bien aussi dire, voilà, allez voir ces ressources sur le management, voilà nous nos spécificités sur le management, faire quelques ressources, les mettre en ligne, et après faire des tests d'évaluation en disant les 50 meilleurs,
pas de problème, ils passent le test, et les 50 meilleurs, on les reçoit en entretien. Ça fonctionne, c'est des choses qu'on a testées, et ça interpelle les gens, parce qu'en effet, ils touchent des publics qui aujourd'hui ne sont pas, qu'ils ne toucheraient pas autrement. Les OPCA, on en a parlé, hein, mais les CCI aussi, on est en contact avec eux, et ça pourrait aussi très bien correspondre à leurs besoins. In fine, l'idée pour quelqu'un, c'est de créer en fait un profil de compétences qu'il va pouvoir après, via des badges, via un lien, mettre sur tous les réseaux sociaux. Voilà tout ce que j'ai appris. Ça pourrait être aussi, j'ai appris à cuisiner avec Joël Robuchon. Voilà, j'ai fait toutes les vidéos du truc pour m'amuser, cuisiner, comment découper, mais par contre, derrière, je vends, en fait, Joël Robuchon vend des stages. Et je peux aussi afficher que j'aime la cuisine et que j'ai suivi des stages dessus. Mais du coup, je peux afficher tout mon profil, ce qu'on n'affiche pas aujourd'hui, en fait. On ne dit pas ce sur quoi on a progressé tout au long de la vie. Et donc, de dire, voilà, et je peux afficher ce que je veux. Si je ne veux pas me dire, si j'étais spécialisé, je ne sais pas, dans l'ingénierie pédagogique et que je ne veux plus entendre parler et que je veux devenir commercial, je peux peut-être enlever une partie de mes compétences et ne plus les afficher. Dire, voilà, moi, je vais plutôt mettre l'accent sur ce que je veux devenir. Du coup, la plateforme en elle-même et l'outil en lui-même, c'est un LMS, c'est un agrégateur. Alors, c'est plus qu'un agrégateur parce qu'il y a une intelligence dans la construction des programmes. Ce n'est pas juste comme Flickr ou quelque chose comme ça. C'est un learning store. Je vais pouvoir acheter de la formation, ou en tout cas des diplômes, des ECTS, des diplômes, quelque chose qui va permettre de me valider mon parcours. Et c'est un réseau social parce que, dans un premier temps, je vais pouvoir échanger sur l'ensemble d'un parcours avec les gens qui le font, mais aussi je vais pouvoir afficher vers le monde en fait tout ce que j'ai appris, toutes mes compétences et qu'est-ce que j'ai fait durant les 20 dernières années, à peu près. Donc du coup, pour nous, ça devient évident que la multiplication des contenus doit être perçue comme une opportunité et pas une menace. Et qu'on doit utiliser ces contenus qui existent parce qu'en en fait, ils ont déjà été créés pour redonner de la valeur en fait, et du sens à la formation ou à l'offre de formation que l'on va faire payer. La deuxième chose, c'est que ça revient à dire qu'il faut valoriser le training design par rapport et admettre en fait que en fait, on a besoin d'un contenu de qualité, mais ça, en fait, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant pour que l'offre soit attractive et différenciante. Juste pour finir, une anecdote, dans les grandes écoles, les profs qui ne sont pas du tout sur ce modèle-là sont appelés les profs web 0.0. Parce que voilà, ils ne vont pas du tout sur ce type de choses et ils ne savent pas découper. Et quand on leur parle, on dit, voilà, s'il faut démarcher une entreprise, vous avez 40 heures de cours, il faut le couper en deux déjà. Ça leur fait dresser les cheveux sur la tête. Puis après, on dit, bah, les 20 heures qui vous restent, vous les coupez en 4. Là, du coup, ils commencent à être perdus. Et surtout, quand on leur dit que les 5 heures qui restent, on les découpe en séquences de 10 minutes, voilà, ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas faire aujourd'hui le training design. Donc, il y a aussi toute une offre de services d'accompagnement aujourd'hui pour que cette transformation numérique, c'est ce que disait la personne avant des écoles, enfin de l'école de BTP, ils ont eu des déchets. Aujourd'hui, il y a une partie des écoles qui ne savent pas comment gérer une partie de leurs profs, mais aussi une partie des sociétés de formation qui ne savent pas quoi faire de leurs formateurs, en fait, dans le cadre de cette évolution qui est aujourd'hui inéluctable. Voilà. Merci.